La 27e journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée hier lundi 1er décembre. À la place Inch'Allah de Koumassi, les acteurs de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire se sont retrouvés au village communautaire. Les pharmaciens ivoiriens s'engagent pour le bien-être des enfants malades du rein. Ils ont été distingués par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Et un nouvel attentat a frappé le nord-est du Kenya ce mardi. On dénombre près de 36 morts selon la police locale. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce quart d'heure d'information. Hier lundi 1er décembre, le monde entier commémorait la 27e journée de lutte contre le sida. Le sida qui a fait plus de 36 millions de morts à ce jour. En Côte d'Ivoire, cette journée a été marquée par la mise en place d'un village communautaire à la place Inch'Allah de Koumassi. L'idée de la rencontre étant de mobiliser et sensibiliser les populations sur la conduite à tenir face à la menace de la pandémie. Christelle Menant. Malgré les progrès de la science et les efforts de lutte contre le sida, le taux de prévalence de cette pandémie reste toujours élevé. Face à l'urgence de cette situation, un des moyens de lutte efficace reste la sensibilisation. En Côte d'Ivoire, le combat est mené par plusieurs structures, entre autres Alliance Côte d'Ivoire qui chaque année, à la veille de la Journée mondiale de lutte contre le sida, organise le village communautaire. Ouvert au grand public, le village communautaire est un espace d'échange et de rencontre des différentes structures de lutte contre le VIH-Sida. Autre temps fort de la journée, des séances de dépistage volontaire et des visites de stands. Des stands qui présentent un panel d'activités réalisées par les acteurs communautaires. L'ouverture du village communautaire s'est faite en présence de Ndoye Raymond, maire de la commune de Koumassi et des autorités préfectorales d'Abidjan. C'était plutôt un reportage signé Serge Gongomin. Et vous le savez certainement, le préservatif reste la pierre angulaire de la prévention contre l'infection à VIH. Mais en Ouganda, c'est un problème de taille. La jante masculine déplore la trop petite taille des préservatifs. Les autorités craignent une flambée de la pandémie dans le pays. À Kampala, c'est une clinique qui prend en charge les séropositifs. Et ici, comme dans de nombreux lieux publics en Ouganda, les préservatifs sont gratuits. Le problème, c'est que personne ou presque ne les utilise. Et pour cause, ils sont trop petits. La faute à leurs fabricants chinois. Le problème est bien connu des Ougandais. Ça me dérange beaucoup. Quand je les utilise, c'est trop serré. C'est trop petit. Je ne me sens pas à l'aise. Des préservatifs adaptés, il en existe bien de plusieurs tailles. Mais à la différence des préservatifs made in China, ceux-là ne sont pas distribués gratuitement par les autorités. Il faut les acheter en pharmacie. Ceux-là sont adaptés, ils sont assez longs. Plus ils sont longs, plus ils sont chers. Trop cher pour une majorité d'Ougandais. Et c'est bien ce qui préoccupe ce médecin. Il souligne que la prévention marque le pas. Après des années de recul, le taux de prévalence est reparti à la hausse. Les préservatifs qui sont faits en Chine ont tendance à être trop petits, trop courts. Ils devraient être faits pour ceux qui les utilisent. Ils devraient faire des tailles différentes pour les petits, ceux dans la moyenne et les géants. Plus d'1,5 million d'Ougandais vivent actuellement avec le VIH. En bref et en images, les pharmaciens de Côte d'Ivoire s'engagent pour le bien-être des enfants malades du rein. Ils ont organisé une soirée en vue de récolter des fonds qui vont servir à soutenir l'unité d'hémodialyse en charge de ces enfants. Et ce centre situé au sein du CHU de Yopougon est le seul du genre en Afrique de l'Ouest. Au cours de cette soirée de bienfaisance, plusieurs pharmaciens et professionnels de la santé ont été distingués par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. La quinzaine internationale de la science et de la technologie a ouvert ses portes hier à Bingerville. C'est un événement annuel qui vise à promouvoir la science, surtout chez les jeunes. Jusqu'au 15 décembre prochain, cette quinzaine est ouverte au grand public. Elle sera meublée par des journées portes ouvertes et des conférences. Patricia Omouetia. La crise d'extinction s'intensifie. Elle montre que la diversité de la nature ne peut plus supporter la pression de l'homme sur notre planète. Chaque jour, nous perdons de la biodiversité à un rythme d'environ 1000 fois plus rapide que le rythme naturel.
C'est ce challenge que veut relever cette deuxième session de la quinzaine internationale de la science et des technologies, dont le thème est l'avenir de la Terre. Je prends la qualité de l'air. Il y a énormément de maladies qui sont liées à la pollution de l'air, des affections respiratoires, et personne ne sait exactement en fait ce que ça donne, l'impact que ça a sur nos capitales africaines. Donc c'est des choses comme ça qu'on essaye de profiter de cette quinzaine pour en discuter et en débattre, quoi. Eu égard au bilan critique de l'état de notre planète dressé par les scientifiques reconnus, on peut affirmer que cette quinzaine arrive à point nommé. Le constat est problématique pour les générations futures. L'impact de la pollution atmosphérique sur la santé des populations des villes africaines n'a pas encore été estimé. Il revient donc aux chercheurs africains de le faire. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, notre pays œuvre pour l'évolution et le développement de la science. Cependant, Nyamien Konan déplore le manque de vocation des générations futures pour le domaine scientifique. La KIS 2014 est une période de sensibilisation et d'éducation à la culture de la science et de la technologie au service du développement de la Côte d'Ivoire. Elle est donc une opportunité pour les populations, notamment les plus jeunes, de s'informer, de poser des questions et de se découvrir pour certains une vocation grâce à l'échange d'idées et d'expériences avec les personnes qui pratiquent la science au quotidien. Au thème du lancement officiel de la quinzaine internationale de la science et des technologies, les autorités et les chercheurs ont visité le musée scientifique dédié à la promotion de la culture scientifique et technologique. Le district autonome d'Abidjan fait la promotion du développement durable auprès des jeunes. Ils ont été instruits sur l'économie verte au cours d'un atelier de renforcement de capacité. Les détails de Serge Gongoma. La valorisation de l'économie verte peut aider la Côte d'Ivoire à préserver l'environnement, à créer de l'emploi et donc à lutter contre le chômage. Conscient de tous ces avantages, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, à travers sa direction de l'économie verte et de la responsabilité sociétale, fait la promotion de l'économie verte auprès des populations. D'où cet atelier pour informer et former les jeunes des communes du district d'Abidjan sur le développement durable et les opportunités liées à l'économie verte. Le développement durable avec l'économie verte offre des alternatives, offre du potentiel d'emploi à la jeunesse. Par exemple, lorsque vous prenez les filières de recyclage des déchets, voilà une niche d'emploi que les filières peuvent créer. Aujourd'hui, on peut transformer les déchets organiques en compost, on peut transformer les déchets organiques en énergie. Pour ces jeunes, cette rencontre de renforcement des capacités sur le développement durable leur permettra de contribuer au développement de leur commune. Nous, avec ces outils, on va regrouper ces jeunes à son nom et on va solliciter l'appui de la mairie afin de mettre en place des projets pour permettre aux jeunes de monter des projets et de faire avancer notre commune. En Côte d'Ivoire, ce sont 250 000 hectares de forêts qui sont détruites chaque année par l'action de l'homme. La promotion du développement durable par l'économie verte permettra de réduire ce taux de destruction. Rappelons que c'est au sommet de Rio +20 en juin 2012 que les États du monde se sont engagés à faire la promotion du développement durable en impliquant la société civile. Les femmes exerçant dans le secteur privé veulent évoluer en rang serré. Elles sont réunies au sein d'un réseau et viennent investir leur présidente. Occasion également pour lancer officiellement leurs activités. On fait le point avec Ami Sissoko et Estelle Bro. Les femmes de Côte d'Ivoire aspirent à un mieux-être. Venues du district d'Abidjan de l'intérieur du pays, elles veulent s'unir pour lutter contre la pauvreté. Le réseau des femmes du secteur privé de Côte d'Ivoire décide de leur offrir cette opportunité. Cette ONG qui regroupe les femmes de tous les secteurs d'activité vient d'investir sa toute nouvelle présidente. J'ai commencé à mettre les femmes en coopérative. Je les sensibilise pour se mettre au travail. Même si je n'ai pas de moyens, je demande les gens de bonne volonté de m'aider à écouter les femmes pour que vraiment les femmes ivoiriennes, vraiment elles ont compris, elles veulent travailler, elles veulent se prendre en charge pour lutter contre la pauvreté. Henriette Lagou était la marraine de la cérémonie. Elle a encouragé ses filles et entend leur apporter son aide. De par nos conseils, nous allons pouvoir les soutenir
elles nous ont indiqué les secteurs dans lesquels elles veulent évoluer. Et donc, concrètement, nous allons les soutenir à rechercher des financements. Nous allons les soutenir à élaborer leurs projets. Le réseau des femmes du secteur privé de Côte d'Ivoire veut œuvrer à l'autonomisation des femmes pour que celles-ci jouent pleinement leur rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il a été créé en 2013 et compte aujourd'hui plus de 500 membres. La place Abi Raoul de Marcory a abrité récemment la cérémonie d'investiture de la présidente de l'association CAADO, qui signifie en français « Nous sommes un ». C'est donc Léopoldine Thiézan-Kofi qui est à la tête de l'association qui regroupe les filles et fils de 7 départements de la région de la Marawi. Place Ignaoué, Sidonie Davila. Nous y reviendrons. Ce mardi matin, les Chebabs ont ouvert le feu sur des ouvriers dans une carrière près de la ville de Mandera au Kenya, à la frontière de la Somalie. Selon la police locale, cette nouvelle attaque a fait au moins 36 morts. Il s'agirait d'hommes armés qui auraient lancé des grenades avant d'ouvrir le feu en public. Et la journée d'hier à Hong Kong a été marquée une nouvelle fois par des violences entre la police et les manifestants pro-démocratie, 2 mois maintenant que les protestataires sont dans la rue. Des boucliers de carton face à une banderole de la police. Le dernier scénario joué à Hong Kong. La nuit a été rythmée par de violents affrontements. Les militants pro-démocratie avaient encerclé le siège de l'exécutif. Une quarantaine d'entre eux a été arrêtés. Après avoir marqué le pas, le mouvement de contestation retrouve sa vigueur des débuts, il y a 2 mois, quand les étudiants s'étaient mobilisés pour réclamer à Pékin une vraie élection libre pour le chef de l'exécutif en 2017. Et ce mardi, les 3 fondateurs du mouvement ont appelé les manifestants à quitter la rue et à rentrer chez eux. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir.